Bonjour, nous allons étudier dans cette vidéo le chapitre d'histoire concernant le socialisme, le communisme et le syndicalisme en Allemagne de 1875 à nos jours. Ce chapitre est long et peut se montrer complexe, nous allons donc prendre le temps de procéder au rappel qui s'impose. La première partie est la naissance et l'affirmation du mouvement ouvrier sous l'Empire, de 1871 à 1918. Notre histoire commence en Allemagne, à la fin du XIXe siècle. Avec l'industrialisation du pays, la population ouvrière se développe, passant de 4 millions d'ouvriers en 1882 à 8,5 millions en 1907. Ces ouvriers travaillent dans les usines et les mines. Ils souffrent de conditions de travail terribles et d'une vie affreuse. Leurs salaires sont bas, les journées trop longues, et même les enfants doivent travailler. De plus, ils ne disposent d'aucune protection sociale. Le socialisme, qui est une doctrine politique opposée au libéralisme économique et voulant défendre les ouvriers, connaît un essor fulgurant tandis que s'accroît la population ouvrière en Allemagne. En 1875, les socialistes s'unissent au sein du SAP. I have a SDAP. I have a ADAV. SAP, le Parti socialiste des ouvriers allemands. Deux courants idéologiques se distinguent pourtant clairement dans le parti. Le projet communiste ou marxiste, défendu par Bebel et Liebknecht, qui prône la révolution et la mise à bas de la dictature bourgeoise. À côté, l'idéologie réformiste est défendue par la Salle, qui souhaite opérer un changement dans la société en faisant voter des lois et en élisant des députés socialistes. Officiellement marxiste, le SAP prône la révolution, mais participe tout de même à la vie parlementaire et demande des réformes. En 1878, les syndicats sont autorisés. Leurs dirigeants sont souvent des membres du SAP. Hélas, dans la même année, le chancelier Bismarck interdit le SAP. Il considère les socialistes comme une menace révolutionnaire. De plus, le SAP dénonçait les structures autoritaires de l'Empire. Pour garder la face, Bismarck permettra seulement que se présentent aux élections des socialistes. Afin de combattre l'influence du SAP et de désamorcer les revendications ouvrières, Bismarck fait voter d'importantes lois sociales entre 1883 et 1889. Une loi d'assurance maladie, une loi d'assurance contre les accidents du travail et un système de retraite. Cette stratégie échoue puisque les socialistes progressent aux élections. En 1891 est refondé un parti socialiste unifié, le SPD, Parti social-démocrate allemand. On retrouve une telle union socialiste dans d'autres pays, comme le SFIO en France en 1905 ou le Labour Party en Grande-Bretagne en 1906. Le SPD reste le plus grand parti socialiste européen. Il comprend une tendance réformiste animée par Bernstein et cette tendance deviendra progressivement majoritaire dans le parti. Si Bebel maintient l'unité, il subsiste de vifs débats autour de la question du parlementarisme et de l'alliance avec certains partis bourgeois. En 1912, le SPD devient la première formation politique au Reichstag et compte plus d'1 million d'adhérents. En 1892, les syndicats libres s'étaient unis au sein de la Confédération générale des syndicats allemands, l'ADGB. En 1913, 2,5 millions de travailleurs allemands sont syndiqués et la majorité appartient au SPD. Sous l'action du SPD et de l'ADGB, les revenus des salariés sont multipliés par 2 entre 1880 et 1913. Les syndicats sont principalement réformistes, privilégiant la négociation, mais ils ne renoncent pas aux grèves quand cela est nécessaire. En 1912, une grève dans la région industrielle de la Ruhr réunit plus de 400 000 mineurs. Il faut comprendre que la puissance et la réussite du SPD en font un modèle pour les mouvements socialistes étrangers. Il déploie une organisation politique à tous les échelons, dispose d'un puissant réseau d'associations culturelles, sportives et de journaux. Un exemple concret d'action pour l'amélioration des conditions de vie du peuple est celui des coopératives ouvrières. Le principe est simple. Les adhérents peuvent s'y approvisionner en nourriture hors des circuits commerciaux classiques, ce qui revient moins cher. La première est ouverte en 1902 à Hambourg. En 1913, l'Allemagne en compte 1200, avec 1,3 million de membres. En plus de cela, l'ADGB met à disposition des syndiqués des bibliothèques, de petits hôpitaux, des centres aérés et des lieux de loisirs. Cependant, le mouvement ouvrier va devoir affronter l'épreuve de la Première Guerre mondiale. En 1914, le SPD renonce à la grève générale et se rallie à l'union sacrée proposée par l'empereur. Tous les députés voteront pour la guerre, alors que la Seconde Internationale, qui réunit tous les partis socialistes d'Europe et du monde, refuse la guerre. De plus, Marx prône le pacifisme, puisque les guerres ne servent que les intérêts des bourgeois aux dépens du prolétariat. Mais les socialistes, comme le reste du pays, sont convaincus que l'Allemagne n'est pas l'agresseur et le patriotisme l'emporte.
Dès 1915, l'Union sacrée divise les socialistes. Une minorité s'insurge contre ce qu'elle considère comme un reniement des principes du parti. Parmi eux, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui sont exclus du SPD. Ils fonderont alors la Ligue spartakiste à tendance révolutionnaire en 1916, mais seront emprisonnés pour pacifisme. Il y a donc une division des socialistes entre révolutionnaires et réformistes, qui va s'étendre à toute l'Europe. Ces divisions vont conduire à l'échec de la Seconde Internationale et se creusent après la révolution bolchevique en Russie, avec la question de l'adhésion à la Troisième Internationale. Nous verrons que ces divisions auront de graves conséquences pour l'Allemagne. La seconde partie couvre la période de 1918 à 1945, de la division du mouvement ouvrier à sa suppression. Le 9 novembre 1918, la défaite pousse l'empereur Guillaume II à abdiquer. La République est proclamée et Hébert, un des chefs du SPD, devient chancelier. Il est favorable à la constitution d'un régime parlementaire et démocratique, mais les spartakistes veulent profiter de l'agitation pour prendre le pouvoir. Le même jour que Hébert, le 9 novembre 1918, les spartakistes proclament la République socialiste de type bolchevique, comme en Russie. Pour établir leur république, Luxembourg et Liebknecht fondent le KPD en décembre 1918. Les spartakistes voient les socialistes comme des traîtres, puisque ceux-ci travaillent avec les partis bourgeois qui sont l'ennemi du prolétariat. En janvier 1919, il y a un soulèvement des spartakistes contre la République de Weimar, qui est la République d'Hébert. Mais Hébert riposte fermement et fait établir l'ordre dans Berlin avec l'aide de l'armée lors de la Semaine sanglante, du 5 au 12 janvier 1919. Durant cette semaine, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht seront assassinés. Cela amplifie la division entre réformistes et communistes révolutionnaires. Beaucoup de travailleurs considèrent le pacte SPD militaire comme une trahison, si bien qu'en 1920, le KPD compte 300 000 adhérents. On retrouve cette séparation dans toute l'Europe, puisqu'elle a aussi lieu en France, en Grande-Bretagne et en Italie. La République de Weimar, qui durera de 1919 à 1933, est une démocratie parlementaire, ce qui signifie que les députés détiennent l'essentiel du pouvoir. Elle est dirigée par le SPD, allié au parti de centre-gauche. Hébert est élu président de la République. Le SPD est calomnié par la droite nationaliste qui lui reproche d'avoir signé le diktat de Versailles en juin 1919. C'est la thèse du coup de poignard dans le dos. L'armée n'aurait pas été vaincue, mais trahie par les civils et poignardée par les révolutionnaires. Malgré tout cela, le SPD, en partenariat avec l'ADGB, fait voter une série de lois importantes, avec la reconnaissance des syndicats comme représentants du monde ouvrier, la journée de travail de 8 heures, les premiers congés payés, le vote des femmes dès 1927 ou encore l'assurance chômage. À partir de 1930, la crise économique ravage l'Allemagne. On compte 6 millions de chômeurs en 1932. Le SPD et ses alliés se retrouvent incapables de résoudre cette crise. Vers 1932, le SPD ne récolte plus que 18% des voix, contre 37% en 1919. Il y a une montée des nazis et du KPD pendant que le SPD s'affaiblit. La gauche est désunie. En 1931, le KPD refuse de former avec le SPD un front républicain contre le nazisme. La division des forces de gauche permet la victoire du NSPAD aux élections législatives et l'arrivée au pouvoir d'Hitler en janvier 1933. À partir de ce moment, les choses vont aller très vite. Le SPD et le KPD deviennent les cibles du nazisme. L'incendie du Parlement, le Reichstag, en février 1933, est attribué à un complot communiste et sert de prétexte à l'interdiction du KPD. En mai 1933, les syndicats sont dissous, tous les partis sont interdits, y compris le SPD qui refusait les pleins pouvoirs à Hitler. En 1934, la grève est interdite. Les principaux dirigeants des partis de gauche et des syndicats sont envoyés en camp, assassinés ou en exil. Entre 1933 et 1945, le mouvement socialiste sera écrasé par une répression violente. Troisième et dernière partie, de 1945 à nos jours, de deux Allemagnes et de deux socialismes à la nouvelle gauche. Après la guerre, en 1945, l'Allemagne est divisée entre 4 zones d'occupation. 3 zones occidentales, gérées par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, où le KPD et le SPD seront autorisés en 1946. La dernière zone se situe à l'est et est contrôlée par les soviétiques. Moscou y impose la fusion des deux partis socialistes à travers le SED, le Parti socialiste unifié d'Allemagne. Nous allons commencer par nous intéresser à la RDA, la République démocratique d'Allemagne. Nous verrons comment une démocratie populaire va se révéler être un régime totalitaire aux ordres de Moscou. En octobre 1949, la RDA est créée. Le pays adopte le modèle soviétique en mettant en place la collectivisation. La priorité est donnée à l'industrie lourde.
Dans la Constitution de 1959 et de 1968, il y a la reconnaissance des droits sociaux et de la liberté, le suffrage universel et l'élection d'une assemblée du peuple. La RDA se présente comme la patrie des ouvriers et des artisans allemands. La majorité de la population travaille dans l'industrie et l'usine est au cœur de la vie quotidienne. Elle loge les ouvriers, organise des coopératives d'achat, structure même les étapes de la vie des enfants, de l'école jusqu'à l'apprentissage. La RDA encourage aussi le travail des femmes, un argument économique et moral assez novateur dans les années 60. Cependant, n'oublions pas qu'au niveau politique, le SED est un parti unique. Tous les dirigeants de la RDA en sont issus. La RDA est une dictature, et la société est sous contrôle. La jeunesse est embrigadée. La population est surveillée par la Stasi, la police politique. Le 17 juin 1953, une révolte éclate dans plusieurs villes, dont Berlin. Les travailleurs protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail. Leur cadence avait été augmentée, leur salaire baissé. Le régime, aidé des chars de Moscou, réprime sévèrement le soulèvement. On compte 55 morts à Berlin et plus de 15 000 arrestations dans tout le pays. Les syndicats sont réunis sous le FDGP, la Fédération libre des syndicats allemands, qui est contrôlée par le SED. Son rôle est de stimuler les ouvriers au travail plutôt que de les défendre. En 1961, la grève est interdite. Est alors mise en place une politique culturelle de scolarisation. Des palais de la culture sont construits partout dans le pays. Leur but, diffuser l'idéologie et l'histoire communiste. La FDGB en gère 500, en plus de 17 000 bibliothèques. Cependant, la censure est sévère pour les artistes, les livres et la presse. Le régime insiste sur les valeurs du travail, de la solidarité et de l'égalitarisme. De nombreux rituels structurent la société et célèbrent le régime. Mais dans la réalité, la RDA a une économie de pénurie à tous les niveaux. En plus de cela, le régime est autoritaire. Voilà le vrai visage du socialisme RDA. Résultat, entre 1949 et 1989, 3,8 millions d'Est allemands fuient vers la RFA, et ce malgré la construction du mur en 1961. Le SED refuse les réformes démocratiques encouragées par Gorbatchev, le chef de l'URSS. Le 7 octobre 1989, des manifestations populaires géantes éclatent dans toutes les villes de la RDA avec la venue de Gorbatchev à Berlin. Comme Honecker, l'actuel dirigeant de la RDA ne veut pas changer de position, il sera lâché par le chef de l'URSS. À la fin de 1989, le SED ne parvient plus à contrôler la société et autorise dans la précipitation la liberté de circulation entre la RDA et la RFA. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur. En 3 jours, 300 000 personnes quittent l'Est. En quelques mois, le SED et la FDGB disparaissent, tout comme la RDA. Nous allons maintenant voir la RFA, le triomphe de la social-démocratie. En 1946, au congrès de Hanovre, le SPD réaffirme son attachement au marxisme et à la démocratie. Il devient un parti d'opposition, s'escabeche ainsi que son nombre d'adhérents. D'autant plus que la droite, à travers la CDU, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, et son chancelier Adenauer, instaure la cogestion. C'est un système où les décisions importantes pour l'entreprise sont prises par un conseil de 20 personnes, 10 représentants des actionnaires, 10 représentants des salariés. Ce système de cogestion devient le pilier de l'économie sociale de marché qui se met en place en RFA. L'économie sociale de marché est un système dans lequel l'État encadre le marché, garantissant une libre concurrence, promouvant une certaine compensation sociale pour que l'économie profite à tous et favorise le progrès social. Ce système est à la base du miracle économique allemand, des années 50 au milieu des années 70. Tout cela permet une amélioration des conditions de travail. Augmentation des salaires, plein emploi, diminution du temps de travail, semaine de 40 heures en 1965. Les ouvriers sont satisfaits et il n'y a plus de grève. De plus, il existe une méfiance à l'égard du marxisme avec la guerre froide. Le KPD est supprimé en RFA en 1956, jugé antidémocratique et trop dangereux. Le SPD, qui se revendique toujours du marxisme, est inadapté dans ce contexte. En 1959, au congrès de Bad Godesberg, le SPD renonce officiellement au marxisme et à la révolution pour la social-démocratie. Il accepte l'économie de marché et les propriétés privées. Il insiste sur la défense des libertés démocratiques et une meilleure répartition des richesses. Il accepte l'intégration de la RFA au bloc de l'Ouest et à l'OTAN. En 1969, Willy Brandt devient le premier chancelier SPD de la RFA, jusqu'en 1974. Il va mener une politique de rapprochement avec la RDA qui sera appelée Ostpolitik. Après Brandt, Helmut Schmidt sera chancelier de 1974 à 1982. Le SPD va mener des réformes importantes avec l'extension de la cogestion aux entreprises de plus de 2000 salariés,
le renforcement des aides aux familles modestes, la libération des mœurs, avortement autorisé, divorce simplifié, homosexualité dépénalisée, et une politique de protection de l'environnement. Mais le SPD va être confronté à la crise économique et doit alors mener une politique pragmatique qui va décevoir les électeurs traditionnels. Le militantisme socialiste, qui avait augmenté depuis 1959, va diminuer après 1976. Conséquence, le SPD est battu aux élections législatives de 1982. Et les étudiants dénoncent l'abandon du marxisme et le ralliement social-démocrate du SPD. Il y eut pendant les années 70 une montée du terrorisme d'extrême gauche sévèrement réprimée par le SPD, qui était au pouvoir à l'époque. En ce qui concerne le syndicalisme en RFA après la guerre, celui-ci va s'unifier au sein de la Confédération syndicale, la DGB, en 1949, qui se déclare politiquement neutre et se fonde sur une forte base ouvrière. Le syndicalisme en RFA est attaché au dialogue social et abandonne la lutte des classes. En 1970, la DGB compte 6,7 millions d'adhérents, soit un tiers des salariés allemands. Elle possède des coopératives de consommation, des compagnies d'assurance et des banques. Les syndicats sont très riches et peuvent exercer une vraie pression sur le patronat, avec les moyens d'organiser une grève longue, ce qui arrive parfois. Enfin, la gauche va être à la recherche d'un nouveau modèle après la réunification de l'Allemagne, car elle doit s'adapter à un monde nouveau. En 1990, les forces de gauche sont affaiblies par le discrédit des idées socialistes qui sont associées à l'ex-RDA. Elles doivent s'adapter à l'évolution de la société. Il y a des préoccupations environnementales, la tertiarisation et l'essor des classes moyennes, ainsi que la montée du chômage avec 5 millions de chômeurs en fin 90, et la multiplication des activités à temps partiel. Le SPD réussit à retrouver le pouvoir en 1998 avec la stratégie du Neue Mitte, ou Nouveau Centre avec Schröder. Le SPD fait alliance avec les Verts et est réélu en 2002. Schröder va alors prendre des mesures radicales. Face au chômage et à la concurrence internationale, il adopte en 2003 l'agenda 2010. Il libéralise le marché du travail, limite les salaires et augmente le temps de travail. Il diminue aussi les dépenses sociales de l'État. Cela provoque l'indignation des syndicats et d'une partie des socialistes. Il est tellement contesté qu'en 2005 ont lieu des élections anticipées et Schröder perd. Depuis, le SPD est dans l'opposition. Le SPD est confronté à une gauche en recomposition qui se radicalise. Les ex-communistes de la RDA sont rassemblés dans le PDS, le Parti social-démocratique. Ces ex-communistes gardent une forte influence dans les Länder de l'ex-RDA, au point que l'on parle d'un phénomène d'ostalgie. Le PDS et les anciens membres du SPD déçus par Schröder créent un nouveau parti, Die Linke, littéralement la gauche en français. C'est un parti de gauche antilibéral, dirigé par Oskar Lafontaine, qui était pourtant le chef du SPD. Il sera une source d'inspiration en France avec la création en 2008 du Front de gauche par Jean-Luc Mélenchon. Le modèle allemand de partenariat social est ébranlé. Le pays connaît des grèves longues et massives et le taux de syndicalisation baisse. Si en 2004, 29% des travailleurs étaient syndiqués, on en compte moins de 20% en 2014. Cette désaffection à l'égard des syndiqués, accentuée chez les femmes, est due aux mutations de la société. Pour conclure, nous remarquons que le cas allemand est emblématique de l'impact des grandes crises du XXe siècle, comme la Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la Seconde Guerre mondiale ou encore la guerre froide, sur l'évolution du mouvement ouvrier européen. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et pour se quitter sur une citation de Karl Marx, la propriété privée nous a rendus si stupides et si bornés qu'un objet n'est nôtre que lorsque nous le possédons.